On va y arriver, les gens. Ok, bon, normalement, est-ce qu'on y croit? Est-ce que là, vous voyez globalement mon écran? De ton écran. Vive la recherche, exactement. Ça, c'est quand tu testes les trucs, que ça fonctionne, et que le jour du truc, ça marche pas. C'est trop bien. Alors... Nickel, super. On va y arriver, je vous promets. Alors, Véro, ok. Hop, hop. C'est pas vous qui deviez revenir, en fait, c'est moi. Non, non, mais c'est pas votre faute, en fait. C'est moi qui avait pas le live. Donc ne vous inquiétez pas sur le principe, ce n'est pas vous. C'est moi qui ai coupé le live et j'essaie d'en relancer un autre. D'accord? Puisque le partage d'écran ne fonctionnait pas. Bon, logiquement, là, vous avez mon écran. Ok. Normalement, on est bien. Vous voyez plus ma tête, si je ne me trompe pas. Et vous avez mon écran. Hop là. Ok. Comme ça, en plus, vous avez les commentaires et autres. Allez, on est parti. Donc, comme je vous ai dit, j'ai triché un petit peu dans le sens où j'ai préparé en avance un petit peu des mots-clés sur lesquels on va devoir forcément travailler. D'accord? Donc, préparation de la recherche, quels sont les facteurs hop, de succès et d'échec des entraînements parentaux? Donc, pour la présentation. Ok, ça fonctionne pour tout le monde, c'est génial. Moi, ce que je vous conseille, d'accord, c'est d'utiliser le site Google Scholar. C'est lui qui va répertorier l'ensemble des articles scientifiques, une grande quantité en tout cas d'articles, pas tous. Ce n'est pas une base de données spécifique de la recherche. Hein. Je tiens à souligner cet aspect-là. Google Scholar va vous donner les premiers axes que vous allez devoir rechercher, trouver, ainsi de suite. Si vous vous posez une question et que vous cherchez des données sur une thématique, utilisez ça, c'est vraiment un des premiers moteurs de recherche sur la question. Vraiment, n'hésitez pas à utiliser ça. Ah, ça c'est cool ça. On a un maître marabout avec nous. Ça c'est cool. Merci Edouard pour les marabouts puissants et efficaces. Ça c'est cool. Ah, mais on se fait spammer sur des marabouts, quoi. C'est trop bien. Hop. Allez, on banne. Et on banne. Ok. J'ai des amis super sympas. Trop bien. Donc, premier axe, Google Scholar. Vraiment utiliser ce type de base, de moteur de recherche au départ pour justement les articles de littérature. Je trouve que c'est sans doute le plus pertinent aujourd'hui. En tout cas, ça va être le plus rapide. Quand vous êtes dans la question de la recherche, n'oubliez pas que la langue de la recherche, la langue principale de la recherche, c'est l'anglais. Donc, n'oubliez pas qu'il va falloir préparer à l'avance un petit peu vos mots-clés et de les donner, de les utiliser en anglais. Donc c'est pour ça que moi j'utilise un truc qui marche ultra bien, Google Trad. Donc, on va avoir juste ces deux onglets-là dans un premier temps, qui vont permettre, au final, d'aller plus vite. Okay. Nous, notre question, ce sont les facteurs de réussite et d'échec des entraînements parentaux. Pour essayer d'aller un peu plus vite, forcément, on va travailler sur succès, échec comme terme de base, augmenter l'implication, parce qu'en fait, quand on fait une recherche rapidement sur le parental training, donc, hop, donc parent training, si vous utilisez juste ça déjà, vous allez tomber, donc on a juste rentré ces deux mots-clés, et on tombe sur ça.
globalement, vous allez avoir toute une série de données de littérature sur la question. Okay. Donc, en gros, on va avoir des évaluations comparatives des programmes d'entraînement parentaux. Donc Géraldine, n'hésite pas. Bon, il est un peu vieux, hein, 1982. Donc ça, vous voyez que c'est peut-être un petit peu ancien. On va regarder, alors, terme qui peut être très intéressant, une méta-analyse des entraînements parentaux, les modérateurs et les effets dans le temps. Donc ça, par exemple, on va le mettre de côté. Donc on va ouvrir un lien dans un nouvel onglet, hop, et vous avez accès ici. Vous avez directement accès à l'abstract. On le met de côté pour le moment. Parce que je pense que ça va être intéressant pour le coup. Alors, on va avoir les effets des entraînements parentaux pour le TDAH, d'accord? L'impact sur le fonctionnement parental. C'est Anastopoulos, c'est un ancien doctorant de Russell Barclay, si je me trompe. Ah, les composants associés à l'efficacité des programmes d'entraînement parentaux, 2008, vous avez quand même quelque chose là qui est extrêmement intéressant à mon sens. D'accord? Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, il suffit vraiment de faire ça. Hop. Et vous dites, ok. Donc, examen méta-analytique, on est d'accord, c'est une méta-analyse. Composants associés à l'efficacité des programmes de formation des parents. Donc, par rapport à notre question de facteur de réussite d'échec, forcément, c'est quelque chose d'intéressant. D'accord? Donc, évidemment, ça, c'est ce type d'article qu'on doit aller chercher directement. Ok? Donc, évidemment, celui-là, hop, on va le mettre de côté également. Bon, c'est le Kaminsky, donc Géraldine, je sais que tu le connais. Hein, d'accord? Je sais que c'est là-dessus que tu te bases clairement sur la question. Alors, par exemple, article un peu vieux, 1983, et vous allez avoir les prédicteurs. Alors, traitement outcome, intéressant, c'est vraiment, en gros, vous allez voir, les sorties des résultats. Donc, vous pouvez faire ça. Prédicteurs à l'issue du traitement. Donc, en fait, les prédicteurs à l'issue du traitement, c'est ce qu'on cherche. C'est des facteurs de réussite, c'est des facteurs d'échec. Alors, tu vois pas mon écran. C'est sérieux, là. Donc, les gens, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez quand même le Google Scholar, le Google Traduction, là? En direct. Ou alors, c'est trop petit, peut-être. Ça, c'est possible. Si j'agrandis. Ça marche mieux comme ça. Vous voyez l'écran? Alors, est-ce que c'est trop petit? Parce que je peux agrandir, il n'y a pas de souci. Hein, par rapport au truc. Oui? Trop petit? Hop là. Si j'agrandis comme ça. Hop. Voilà. Là, si j'agrandis, on est bien. Ou, hop, on va faire la même chose ici. Tac, tac, tac. Hop là. Comme ça va? On fait les premiers tests. Hein. Ah, c'est mieux agrandi. Ok. Donc, hop là. Ici, donc ça c'était le Kaminsky, c'était celui-là. Ça c'est Lundell. Hop là. J'agrandis tout comme ça, vous allez voir le truc. Ouais. Hop, 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 hop. Donc, Kaminsky c'est celui dont je vous parlais. Et on va faire, regardez, hop, ici. Dumas, c'est Predictors of Treatment Outcome. L'idée, si vous faites juste la traduction. Alors, Antoine, je suis d'accord sur le principe que c'est plus efficace pour la trad. Alors ici, on n'en a pas spécialement besoin d'avoir des choses ultra précises dans la traduction des titres. Hein. Parce que quand vous êtes sur prédicteur, en gros, prédicteur de l'issue du traitement, ça va aller. Mais je note quand même DeepL Translate. Hop, on va aller le chercher. Donc en gros, vous pouvez aller mettre ça. Hop là. On peut aller regarder la comparaison. Facteur prédictif du résultat des traitements de la formation de parents.
Ok. Insularité, vraiment. Donc, on va aller regarder quand même ces aspects-là. Prédicteur de l'issue du traitement, de l'efficacité du traitement, un prédictif du résultat. Eh bien, en fait, c'est assez intéressant dans la question qu'on se pose. Cette question, encore une fois, c'est les prédicteurs à chaque fois. D'accord? Prédicteurs de résultats. Donc, évidemment, article à aller garder, tout en ayant en tête, donc ici, en plus, on va parler de deux grandes variables, mais 1983. Donc, on sait aussi que c'est un petit peu vieux, mais on peut le mettre de côté dans notre étude. Et là, encore une fois, on est parti que sur parent training. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que là, on est sur un truc, mais juste avec deux mots, pour voir un petit peu le truc. Okay. Alors... Child abuse, defiant children, culture diversity. Ah, regardez. Une méta-analyse pour l'implication des papas. Juste pour le principe. Ça, je le mets de côté personnellement. Mais si vous voulez augmenter l'efficacité des entraînements parentaux, c'est clair que ce qu'on doit aller chercher, c'est l'implication des gens. Okay, c'est quelque chose d'assez basique, hein, au final, de se dire on doit impliquer les parents, comment on va faire pour les impliquer. Oui, la joie de Facebook, c'est de se faire spammer en permanence. Hop là. Ah oui, il y a des programmes pour les papas aussi. On va regarder. Et donc vous voyez, il y en a plein. L'efficacité. Là, on est dans l'efficacité, donc on n'est pas sûr d'aller chercher les prédicteurs. On doit impliquer les papas en accompagnement, c'est une passion. Ben, en fait, ouais, c'est ça un peu l'idée. On va regarder aussi la question. Là, on en a un beau, justement, sur la question. Alors, en gros, moi, souvent, je pars sur une dizaine d'abstracts, on fait une synthèse et on regarde derrière. D'accord? Ah, âge effect. Donc, si vous voulez regarder l'efficacité aussi d'un entraînement parental, l'effet de l'âge. Est-ce qu'on va avoir une question d'âge dans les pour voir l'efficacité un petit peu des entraînements parentaux? Ça, c'est intéressant aussi. La relation. Ok. Est-ce que ça marche dans les familles un peu plus précarisées? Donc là, on a un autre facteur, la précarisation. Donc on va aller regarder ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 articles. S'il y en a d'autres que vous voyez et que vous voulez que j'attrape dans la question, vous n'hésitez pas, évidemment. Ah, Géraldine, on a des lignes directrices pour évaluer les programmes d'entraînement parentaux, si tu veux. Ça existe, si tu veux. Alors 2001, mais ça vaut peut-être la peine de regarder ce qu'ils en disent. Sauf si tu as déjà regardé. Hein. Ok. Mais, donc on va avoir les effets, justement, randomisés pour voir un petit peu quels sont les questions. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans les entraînements parentaux? Alors, vous voyez par exemple qu'il y a des entraînements parentaux pour des choses, vous voyez, sur l'entraînement à aller aux toilettes chez les enfants qui ont de l'autisme, donc qui ont un TSA. C'est toujours intéressant aussi de regarder que c'est pas spécifique au TDAH ou quoi que ce soit. L'entraînement parental, c'est vraiment quelque chose de très large. Et donc, on peut aller chercher de l'information un petit peu partout. On va aller regarder. Ça, c'est une question, par exemple, qui se pose pas mal. C'est est-ce qu'on peut faire de l'entraînement parental sur base d'Internet? Est-ce que c'est un facteur en fait d'échec, un facteur de réussite ou pas? Ça, à mon avis, on ne le sait pas. Mais ça peut être intéressant de regarder cette question de l'entraînement parental à distance, par exemple. D'accord? En plus, c'est relativement... Enfin, 2012.
Dropping out of parent training. Alors, pour vous donner un petit peu, hop, cet aspect-là de dropping out. L'abandon, donc des facteurs d'échec. Donc, globalement, hop là, celui-là, on va aller le chercher. C'est obligé. Alors, il y en a plein. Alors, regardez quand même les dates des différents articles quand vous le faites, parce que vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est pas si récent que ça, hein, quand on voit. D'accord? Donc, par exemple, on parlait d'ADDH à l'époque. Vous voyez, on a des prédicteurs comme ceux-là. Hop, on peut aller le chercher, celui-là. C'est 1990, 1990. Alors, en règle générale, pour avoir 10 articles, vous allez faire 5 pages, en gros, à peu près de Google Scholar. C'est un petit peu ça. En sachant encore une fois que je n'ai que parent training. Après, on va spécifier la question, mais on va déjà regarder un peu la synthèse des articles qu'on a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, on en a 10. On va juste rapidement regarder ici. Ça, c'est intéressant comme titre, par exemple. Si vous vous posez la question de est-ce que ça a un effet sur la santé psychosociale des mamans, et bien en fait, ici, par exemple, on va se poser cette question-là. D'accord? Alors, les challenges, les solutions par rapport aux entraînements parentaux. Et donc, on voit, par exemple, que ce sont quand même... Alors, même si, effectivement, c'est peu évalué, on voit quand même des études, contrairement à certaines prises en charge, avec des contrôles randomisés. Donc, avec des essais randomisés, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de prise en charge aujourd'hui en neuropsychologie. Donc ça, on peut aller regarder un petit peu ces aspects-là. Ok. Je pense qu'on a déjà une première étape. Ok. C'est cette idée d'aller chercher rapidement. Alors, vous voyez quand même que juste parent training, vous avez plus de 3 millions de résultats qui sortent. Donc forcément, on va devoir spécifier après. Mais l'idée vraiment ici, c'est de synthétiser, de se donner des lignes directrices sur les facteurs d'échec, les facteurs de réussite. D'accord? Alors, encore une fois, mon objectif n'est pas de faire une revue de littérature, je précise. Donc en fait, on va juste reprendre ici. Hop là. Enfin, peut-être mettre ça sur le côté. On va juste reprendre ici des infos de ces articles qui nous semblent pertinents. Donc, n'hésitez pas, évidemment, toujours, on est en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. L'objectif, c'est pas que je fasse ça tout seul de mon côté, mais si vous voulez, si vous avez des questions, des demandes spécifiques sur le processus même de la recherche ou sur la façon d'aborder les choses, n'hésitez pas, hein. Je suis là pour ça aussi. Alors, par principe, moi j'ai toujours tendance à essayer de commencer par les méta-analyses. Les méta-analyses, l'objectif d'une méta-analyse, donc par exemple si on prend la première ici, okay. Vous me dites si c'est assez grand. Hein. Okay. Hop, ouais. L'objectif des méta-analyses, c'est quand même de se positionner sur un résumé des différentes études. Okay. Donc par exemple ici, vous allez avoir les résultats de 77 évaluations publiées sur les programmes d'entraînement parentaux. Donc mon objectif n'est pas d'aller lire l'article tout de suite. Hein. Okay. Alors pour vous aider peut-être un peu plus, pour ceux qui suivent, on fait juste un copier-coller. Hop, allez, je prends le DeepL. Et on va se poser des questions par rapport au fonctionnement ici. Donc, l'analyse des composantes, donc synthétiser les résultats de 77 évaluations publiées. Ok ? Alors, ça vise à améliorer le comportement, l'adaptation des enfants âgés de 0 à 7 ans. Donc là, déjà, on a des données qui sont intéressantes, c'est-à-dire une évaluation de programme de 0 à 7 ans. Alors, après, ils nous expliquent globalement la méthode qu'ils ont utilisée. Hein. Ok.
Donc on va avoir caractéristiques contenu, méthode du programme utilisé, prédire l'ampleur de l'effet, donc l'efficacité de cette approche. Et donc, les composantes de programmes systématiquement associées à des effets plus importants, c'est augmentation des interactions positives entre parents et enfants, et les compétences de communication émotionnelle. Alors, ça, par exemple, c'est un résultat qui est intéressant. C'est de se dire que la mise en place de cette intervention, elle va jouer sur l'augmentation des interactions positives entre parents et enfants et les compétences en communication émotionnelle. Donc on n'est pas dans les facteurs de risque, hein. On est vraiment sur la question de résultat, pour le coup. Ok. Donc, c'est plutôt pas mal de se poser la question sur quoi on joue. Parce que beaucoup de personnes pensent au final... Oui, Johanna, je vais faire ça après. Beaucoup de gens se posent la question au final de les entraînements parentaux, ça joue sur quoi? C'est-à-dire, quelle est l'efficacité? Eh bien, en fait, on n'est pas directement ciblé sur la modification du comportement de l'enfant. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est les programmes de formation de parents visent à améliorer le comportement et l'adaptation des enfants, et quand vous regardez les résultats, c'est augmentation des interactions parents-enfants, d'accord, donc c'est de l'interaction familiale, plus des compétences de communication émotionnelle. Ok. Donc, là, on est sur quelque chose d'indirect, on va viser beaucoup plus haut. Alors, il y a toutes les techniques qui sont mises en place. Alors, et les composants du programme systématiquement associés à des effets plus faibles, c'est la résolution de problèmes, l'enseignement aux parents de la promotion des compétences cognitives, scolaires, sociales des enfants. Alors, on voit par exemple, ici, qu'est-ce qui est important pour atteindre ces résultats? C'est l'utilisation du time-out, donc le temps mort, l'importance de la cohérence parentale, donc être adéquat sur le sujet, d'accord, et l'obligation des parents de mettre en pratique les nouvelles compétences. Donc en gros, si vous voulez des facteurs de réussite des programmes, donc en gros, c'est sur quoi ça joue, hein, ici. On va supprimer ça. Donc, c'est plutôt sur quoi joue le programme. Vous avez en gros, hop, interaction parent-enfant, communication émotionnelle. Au travers de quelles interventions? Eh bien, en fait, sur des interventions qui ciblent, en gros, le temps mort. Alors, vous pourrez regarder, en anglais, ça se retrouve très facilement, c'est le time out. La cohérence parentale. Ok. Et l'obligation de mettre en place les choses. Donc, a priori, dans un programme, si vous voulez que ça fonctionne pour améliorer l'interaction parent-enfant, communication émotionnelle, il va falloir insérer au moins du time-out. La cohérence parentale semble quand même plus qu'importante pour le coup. Et obligation de mettre en place les techniques pour les parents. Alors, ben oui, évidemment, hein, s'ils ne mettent pas en place les techniques, il y a peu de chances que ça se mette en place naturellement. Donc, si vous pensez programme d'entraînement, si vous mettez en place des programmes d'entraînement avec des parents que vous suivez, eh bien en fait, on va avoir la question de, il faut atteindre une cohérence entre les deux parents, et il faut une obligation de mettre en place les techniques. Si déjà ces deux facteurs-là ne sont déjà pas mis en place par les parents, eh bien, objectivement, votre programme a plus de chances d'échouer. Okay. C'est ça, en fait, que nous dit la recherche. Donc, si on veut mettre des programmes d'entraînement, hop, voilà déjà deux indicateurs à regarder.
Ok. Hop là. Donc, plutôt que de s'attarder des fois, enfin, vous voyez que la recherche, et sincèrement, voilà, on a commencé il y a 30 minutes, en gros, moins de 30 minutes, puisque je me suis planté sur le partage d'écran, mais globalement, en 30 minutes, si vous voulez mettre des programmes d'entraînement parentaux en place, vous avez déjà comme première information que la cohérence parentale, c'est une obligation pour que ça fonctionne, et l'obligation de mettre en place les techniques. Ça a l'air très basique, mais la recherche aujourd'hui nous montre que ça, ce sont des facteurs qui sont importants. Ok ? Alors, pour les effets les plus faibles, donc ceux qui fonctionnent le moins, et ça, pour le coup, c'est ultra important. Donc, fonctionne le moins. Hop. Parce que je pense qu'on se focalise des fois sur ça, alors qu'il ne faudrait pas. Et pour le coup, la recherche, encore une fois, nous le dit. C'est quoi? C'est l'enseignement aux parents de la résolution de problèmes. Donc des trucs très cognitifs. La promotion des compétences cognitives. Enfin, cognitives, scolaires, sociales. Okay. Et, en fait, augmenter les services supplémentaires, c'est augmenter le nombre de prises en charge. Okay. Enfin, alors, prise en charge ou accompagnement de type prof particulier. Okay. Alors, donc, on est quand même, aujourd'hui, dans les prises en charge de manière générale. Donc, on est bien ici. Okay. Si vous voulez mettre en place des accompagnements parentaux, essayez de faire comprendre aux parents que l'aspect cognitif, scolaire, social, les aspects de résolution de problèmes, eh bien en fait, c'est peut-être pas la meilleure façon de mettre en place les choses. D'accord ? Donc, plutôt de s'axer sur des choses très cognitives que les parents ne vont pas forcément maîtriser, eh bien en fait, on peut justement plutôt s'axer sur ces aspects de cohérence et d'obligation de mettre en place les techniques. Passer plus de temps à faire ça pour atteindre une meilleure interaction parent-enfant, une communication émotionnelle, cohérence parentale, obligation de mettre en place les techniques. Et ce qui fonctionne le moins, c'est ça. Ok ? Globalement, c'est ça qu'amène cet abstract-là. Donc évidemment, abstract absolument nécessaire à aller creuser derrière. Et donc celui-là, on va devoir le garder et aller chercher, d'aller plus loin, d'aller le lire complètement pour bien comprendre la synthèse. Mais globalement, c'est un article qui est ultra intéressant. Globalement, comment on va faire pour garder cette revue? Vous voyez, dans Google Scholar, vous avez ici le petit onglet Citer. Vous cliquez dessus. Hop. Vous faites un copier-coller. Et vous le mettez ici. Hop. Hop. Donc sur quoi joue le programme fonctionne le mieux. Donc, à quoi faire attention. Ok ? Et voilà une synthèse d'un premier article qui est quand même... Alors, dites-moi, hein, évidemment, si ça vous semble pertinent, si ça vous semble indispensable, si vous comprenez mieux la question, effectivement, sur ces aspects-là. Mais à mon sens, juste là-dessus,
en fait, on va aller chercher ces infos-là. Ok? Alors, Johanna, je ne fais pas une revue de littérature, tu peux juste préciser ce que c'est une revue de littérature. Une revue de littérature, c'est vous prenez un sujet, vous assemblez le maximum d'infos sur le sujet et vous en faites une synthèse. C'est-à-dire, si on voulait faire une revue de littérature sur l'entraînement parental, globalement, il faudrait qu'on fasse une synthèse globale de tous les articles qui sont là. D'accord? C'est-à-dire qu'on va regarder, on va faire vraiment une synthèse, on va aller chercher l'ensemble des articles, on va regarder lesquels sont les plus intéressants, lesquels, au final, sont les plus pertinents par rapport à la question que nous nous posons, et nous allons synthétiser cet aspect-là. D'accord? Et la différence entre une revue de littérature et une méta-analyse, c'est que dans la méta-analyse, vous avez des statistiques. C'est-à-dire qu'on reprend les résultats statistiques de chaque étude et on va refaire des stats dessus, globalement. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des études isolées, vous allez reprendre l'ensemble des résultats de toutes les études de votre méta-analyse et vous allez retraiter les informations tout ensemble. Okay? Donc, là, on va avoir des statistiques. Une revue de littérature, c'est la même chose, mais sans les stats. Vous ne retravaillez pas les résultats, vous faites une synthèse des résultats. Okay? Ça prend vraiment beaucoup de temps à faire. Il faut être objectif. Une vraie synthèse de la littérature aujourd'hui, ça prend vraiment plusieurs mois à y aller quasiment tous les jours, à synthétiser les informations et ainsi de suite. Il faut être clair sur le sujet. Donc c'est clair que c'est pas en 2 heures que je vais pouvoir le faire. Alors, hop, zut. C'est pas ça que je voulais faire. Alors, donc, je reprends un petit peu les trucs. Donc, merci Géraldine pour le partage des différents articles. Merci, merci, merci. Beaucoup. Mais oui, c'est un truc super chiant, évidemment. Donc, pour l'histoire, les parents, ok, tu nous fais des synthèses en cours de route. Ça, c'est bon, ça. On a des programmes qui intègrent la question de la régulation émotionnelle des parents en premier avant de débuter le PHP. Oui, tout à fait. Donc là, on va être sur les aspects d'entraînement parental et surtout de pathologie parentale éventuellement. Ok, donc ça on est bien. Est-ce que je peux faire un point sur les tableaux dans les articles, sur les effets et la lecture des analyses? T'entends quoi là-dessus? De partir de la base des articles. Ici, c'est pas l'objectif. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de montrer sur base des abstracts déjà l'ensemble des informations qu'on va faire. Et après, ben forcément, on va aller regarder plus loin. Johanna, j'ai pas vu l'onglet pour copier les normes APA. Tu vas sur Google Scholar. Quand tu as un article, ici, tu as le petit onglet signé. Cité plutôt, pas signé. Cité. Tu cliques dessus. Et dans citer, tu as les façons de citer l'article. Et après, tu peux copier. Bonjour Aurélie. Oui, on en discute en privé, bien sûr. Donc ça, c'était pour le premier. Et donc, je vous remets rapidement. Kaminski 2008. D'accord, c'est celui qui ressort parce qu'il est le plus cité. Donc, sur quoi joue le programme interaction parent-enfant, communication émotionnelle. Ce qui fonctionne le mieux, le time-out pour la gestion des comportements, cohérence parentale, obligation de mettre en place les techniques. Donc, si vous créez un programme, ça, c'est les 2 points centraux. Fonctionne le moins, travailler sur les aspects cognitifs ou augmenter le nombre de prises en charge en plus des entraînements parentaux. Donc, ça aussi, c'est un facteur, moi je le défends beaucoup, que ce soit en formation ou en live, vous le savez, c'est la question du nombre de prises en charge. Quand vous faites un entraînement parental, si vous souhaitez que l'entraînement parental tienne le coup, il faut diminuer quand même le nombre de prises en charge, parce que sinon les parents se dispersent et donc c'est beaucoup plus difficile. D'accord? Ok, alors, donc ça on peut le fermer, on a nos premières informations. Deuxième, on va voir celui-ci. Donc encore une fois, on part sur méta-analyse. Hop là. Les modérateurs et surtout les effets à long terme. Donc globalement, est-ce que c'est intéressant d'aller regarder? Alors encore une fois, je vous fais ça. Hop. Alors, vous pouvez avoir des onglets qui traduisent automatiquement les pages hein, aussi, si vous voulez. Mais bon.
Je teste le DeepL comme ça. Ici, on a une méta-analyse 63 études. D'accord? Pour justement voir un peu comment ces programmes modifient les comportements perturbateurs des enfants, ainsi que le comportement et les perceptions des parents. Donc ça, c'est intéressant de voir que là, ce qui est pris aussi en compte, c'est aussi la modification des comportements et des perceptions des parents, parce que c'est ça qui est un objectif aussi. Ok. Donc on voit que c'est une prolongation. Ok, alors, ce qu'on voit ici. On voit par exemple que dans cette étude, dans cette méta-analyse, les effets juste après le traitement, pour les programmes comportementaux et non comportementaux, ils sont faibles à modérés. Donc quand on a des résultats faibles, déjà, ça pose la question effectivement de l'intérêt de faire des programmes d'entraînement. Donc on a des résultats, mais ils sont relativement faibles, juste après le programme. Okay. Et le truc, c'est que, par contre, ils n'ont pas pu aller plus loin. Oui, alors le document Word, je le mettrai à disposition. Donc, évidemment, je vais en faire une synthèse. Et je vais en faire une synthèse et je vous mettrai tout ça à disposition, évidemment. Mais de toute façon, avant la fin, vous allez voir qu'on va refaire une synthèse tous ensemble. Donc pour les programmes non comportementaux, le nombre insuffisant d'études a empêché l'examen des suivis. Donc il faut savoir que dans des programmes qui ne sont pas à visée comportementale, en fait il y avait peu d'études. Alors on est sur une étude 2006, hein, si je ne me trompe pas. Donc à ce moment-là, il y avait peu d'études pour voir en gros l'effet dans le temps. Alors, et pour les programmes comportementaux, les effets de suivi étaient de faible ampleur. Alors, ce qu'on voit, là où ça a encore moins marché. C'est ça qui va être aussi... Ok. Alors, en gros, c'est de se poser la question de facteurs de moindre effet des programmes. Et dedans, on va retrouver les familles économiquement défavorisées. Donc, on va avoir quand même le statut socio-éco qui est un facteur à prendre en compte. C'est-à-dire que ça sera plus difficile. Alors, selon cette méta-analyse, l'idée, c'est qu'on doit retrouver ces données dans d'autres articles. Mais globalement, le statut socio-économique des familles semble être un facteur de frein, de réussite de ces programmes. En tout cas, d'effet de ces programmes. C'est pas tant de réussite, c'est plutôt des effets. Okay. Alors, il est important de noter que les familles ont bénéficié de manière significative de la formation individuelle par rapport à la formation en groupe. Donc, il semblerait que l'efficacité des programmes soit plus efficace en individuel. Ça aussi, c'est un facteur quand même ultra important et intéressant. Donc, on se pose toujours la question des groupes ou de l'individuel. Alors, selon cette étude-là, encore une fois, pour le moment, on a plutôt tendance à se dire que l'efficacité, ça semble plus efficace en individuel qu'en groupe. Deuxième point ultra intéressant. Ça, vous pouvez le reprendre tel quel. L'inclusion des enfants dans leur propre thérapie. Donc, si on insère les enfants dans les accompagnements parentaux, donc indépendamment de la formation, non, c'est pas ça. C'est l'inclusion des enfants dans leur propre thérapie, indépendamment de la formation parentale. Ça n'a pas amélioré les résultats. Donc, même si l'enfant est suivi globalement, ça n'améliore pas les résultats des entraînements parentaux. Ça aussi, hein, c'est quand même intéressant à aller regarder. De se poser cette question de est-ce qu'il faut encore plus de thérapie ou est-ce qu'on doit inclure les enfants dans la thérapie des parents à un moment donné dans l'accompagnement parental. Est-ce que ça améliorerait pas plus les choses si les parents étaient suivis, si les enfants étaient suivis ou s'ils étaient intégrés dans ce type de programme? Ben en fait non. Ça n'améliore pas les choses, manifestement. Encore une fois, pour le moment, c'est les données qu'on a. Hop. Donc, cet article-là, pour mieux le comprendre, évidemment,
Ça serait quand même intéressant d'aller le lire complètement pour mieux comprendre un petit peu comment ça a été fait. Donc moi, à mon sens, je le garde. Donc cohérence, obligation de mettre en place les techniques. On fait attention au fait que ça soit plutôt plus efficace en individuel qu'en groupe. Et ajouter les enfants, ça ne sert pas à grand chose au final. Ça commence déjà à structurer, hein. Ça commence déjà à structurer les aspects. Hein. Donc, je trouve ça assez intéressant comme chose. Donc, pour toutes les personnes qui voudraient se lancer dans les programmes d'accompagnement parentaux, bah, regardez qu'il y a déjà des données, alors, qui remontent un peu, on est 2006-2008, sur 2 méta-analyses qui nous permettent quand même de réfléchir un peu à ce qu'on fait. Et hop. Donc, deuxième article à aller chercher, indispensable pour moi. Ok. Est-ce que ça va pour le moment? Donc vous êtes un peu plus de 50 là sur le live. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez que je fasse autrement? Dites-moi un peu si vous voyez... Alors oui, je vais vous montrer en gros ce que j'ai fait sur le Word. Hop, comme ça. Je vais augmenter la taille du Word, comme ça vous allez voir les trucs. Mais le Word, je vais vous le mettre à disposition. Okay. Donc en gros, on reprend l'article de Kalinski, parce qu'il est assez intéressant. Sur quoi joue le programme, l'interaction par enfant, les communications émotionnelles. La communication émotionnelle. Ce qui fonctionne le mieux, mettre en place des temps morts, la cohérence parentale, l'obligation de mettre en place les techniques pour les parents. Je rajoute ça. Pour les parents. Ce qui fonctionne le moins, si vous mettez des ateliers de résolution de problèmes, si vous donnez des stratégies aux parents pour qu'ils fassent la promotion des compétences cognitives, scolaires et sociales de leur enfant, en fait, on s'aperçoit que ça ne va pas être très très pertinent. Et augmenter le nombre de prises en charge ou l'accompagnement style. Alors, je vais mettre exemple, prof particulier, ou d'autres interventions, c'est pas très efficace. Deuxième article, donc Lundal, une deuxième méta-analyse sur l'entraînement parental. Facteur de facteur de moindre efficacité, on va dire. Ça se dit pas, mais faire attention au statut économique, socio-économique des parents, d'accord? C'est-à-dire que quand le statut socio-économique est plus faible, les résultats sont plus faibles. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. C'est juste que c'est un facteur sur lequel on doit avoir un regard. Okay. Donc forcément, c'est ça que vous avez regardé. Pour le moment, on a l'impression qu'on a une donnée qui nous dit que l'efficacité des programmes est plus efficace en individuel qu'en groupe. Donc forcément, si vous créez des programmes d'accompagnement, ben c'est toujours intéressant de se dire que c'est peut-être plus simple de faire en individuel de 1 et que c'est peut-être plus efficace. Et que l'inclusion des enfants dans les thérapies, indépendamment de la formation des parents, n'a pas amélioré les résultats. Donc le fait que l'enfant soit suivi ou qu'il soit intégré à la thérapie n'a a priori n'apporte pas d'avantage dans le cadre des entraînements parentaux. Okay. Donc là, on est sur juste 2 études. Encore une fois, je ne dis pas que ça, c'est la vérité. Hein. Je dis juste que la tendance dans des méta-analyses va vers ça. Donc forcément, on va regarder plus loin, et il sera absolument indispensable d'aller chercher, de lire ces articles pour mieux comprendre, mais comme ça, vous voyez un petit peu la démarche de réflexion derrière la recherche. Okay. La technique de recherche impressionne. Non, bah, je fais rien d'exceptionnel, hein, pour le coup. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui est accessible vraiment à tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit juste d'avoir les bons trucs et de regarder les articles. D'accord. À lire tous les articles. Ouais. Alors, ça c'est la question effectivement dans la recherche où on se pose beaucoup, c'est est-ce qu'il faut lire tous les articles? Il faut lire tous les articles intéressants. Donc par exemple ici, on fait une première synthèse de ça, et après, évidemment pour mieux comprendre, il faut aller lire les articles. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les lire. Hein. Je dis qu'il faut aller les lire après. Mais on va se baser sur les données de l'abstract au départ, pour se dire, ok, est-ce que c'est intéressant que j'aille plus loin ou pas? Parce que si vous lisez un truc et que vous avez l'impression que c'est un peu bancal déjà, mais forcément, vous n'allez pas aller le lire. Quoi. Donc il faut vraiment aller lire l'article derrière quand même. Faut pas... Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas lire.
Loin de là, justement. J'aurais plutôt tendance à vous dire qu'il faut aller les lire. Ok, donc ça, ce que je vais faire après, c'est en faire donc une petite synthèse que je vous mettrai à disposition. Comme ça, vous savez. Ok. Alors, hop, je remets ça de côté. Donc oui, c'est tout petit et autres, mais je vous le remettrai après à disposition. Quantité d'infos des deux articles. Je suis surprise. Ok. Bah après, je retire pas une quantité d'infos, c'est juste l'article, l'abstract qui me donne cette information-là. Hein. On est d'accord. Hein. C'est l'abstract qui nous donne cette info. Donc, hop. Allez, on les reprend dans l'ordre inverse, comme ça on va les regarder comme ça. Hop, hop, hop. Alors, un article vraiment plus ancien, mais qui peut-être est intéressant. Les prédicteurs, justement, chez les parents. Donc on est sur Webster. Donc comme d'hab, pour vous aider, on va faire ça. Et comme ça, vous aurez hop là, les infos. Ok. Alors, dans cette étude, 101 mères, 70 pères d'enfants présentant des problèmes de comportement ont suivi un programme de formation de 10 semaines. L'efficacité du traitement a été évaluée 1 mois et 1 an après le traitement. Ça, c'est super intéressant, par exemple, de se dire que le programme a été évalué juste post-intervention et après, 1 an après, pour voir si ça s'est maintenu, sur base de 3 variables, observation à domicile des comportements, rapport des parents sur le comportement de l'enfant et rapport des enseignants sur l'adaptation des enfants. Donc en plus, on va aller chercher des informations au-delà de l'entraînement parental, pour le coup. C'est intéressant. Bon, après, vous avez analyse de régression multiple, donc les stats, quoi. Tac, tac, tac. Dépression, état civil, ajustement socio-économique, nombre d'expériences de vie négative. Alors. Donc l'idée, ici, on va avoir comme information, les résultats indiquent que la dépression et la quantité d'expériences négatives ont contribué de manière significative à la prédiction des rapports de la mère et du père sur l'adaptation de l'enfant, quel que soit le moment de l'évaluation. Donc, a priori, ici, ce que vous allez avoir, c'est que plus les parents sont dépressifs ou vivent une quantité d'expériences de vie négative, moins l'adaptation de l'enfant s'est faite, quel que soit le moment de l'évaluation, que ce soit juste après ou juste plus loin dans le traitement. Donc ça déjà, on va retrouver dès les années 90 des résultats qui nous disent que dépression et le nombre d'expériences négatives jouent quand même sur l'efficacité du programme. D'accord ? Donc il y a quand même un intérêt hein, à se poser la question de l'évaluation des parents avant le programme. Combinaison statut socio-économique et état civil. Alors, célibataire marié, d'accord, contribuer de manière significative au comportement des mères avec leur enfant lors des 2 évaluations. Donc le fait, ce qui est à mon avis sous-jacent à ça, enfin ça c'est parce que je connais un petit peu le domaine, mais donc le statut socio-économique on le retrouve encore une fois ici. Donc on a une deuxième étude qui nous dit que le statut socio-économique, faut y réfléchir. Le fait des célibataires ou mariés. Alors de manière globale, ça on peut peut-être le retrouver dans d'autres variables, mais le fait d'être un parent isolé, donc célibataire par exemple, ça entrave clairement les programmes. Okay, donc c'est un peu ça qui va être mis en évidence, a priori. Donc, on va retrouver encore une fois, alors je le note ici, statut socio-économique. Ok. Célibataire, marié, c'est aussi une variable à avoir en tête. Et pour les pères, c'est le fait d'être marié qui a le plus contribué à la prédiction de leur comportement. Ok. Mais 1 an après, c'est le statut socio-économique. Encore une fois. Ouais. Alors, pour les enfants, le meilleur prédicteur de l'ampleur des comportements négatifs, okay,
c'est justement le fait d'avoir le statut monoparental, ou justement la cohérence, l'ajustement conjugal, la cohérence parentale. Ok. Et donc c'est la présence, le fait d'avoir la présence du père qui, le niveau de stress négatif subi par la famille. Ok. Donc, dans cette étude, ça ressort très fort. Statut socio-économique, célibataire marié. Comme Géraldine le note, le fait d'avoir un isolement social. Donc, la question effectivement du célibat des parents isolés. D'accord? Donc en fait, c'est ce qu'on retrouve ici. Le statut monoparental. Ok. Et surtout, la dépression des parents. Et le nombre, en fait, c'est nombre et intensité du trouble de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on va retirer de ces informations? Bon, statut socio-économique, on est ok, ça ressort quand même fort. Bon, de manière générale, vous allez le retrouver dans plein d'autres articles, hein, je vous le dis déjà. Donc, qu'est-ce qu'on va retirer par contre des 3 autres informations? Célibataire marié. Donc, l'isolement social, le statut monoparental. Quand vous avez des parents qui sont seuls, évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour eux de gérer des aspects d'accompagnement parental. En tant que professionnel, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'on va devoir adapter les choses et on va devoir être d'autant plus proche de ses parents seuls. On va devoir essayer d'adapter les programmes. Parce que c'est moins facile de mettre en place un programme d'accompagnement, par exemple, avec du temps à passer avec les enfants, quand on est mère célibataire de 3 enfants. Okay. Donc le fait d'avoir un isolement social, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce qu'en plus, ce sont des variables qui sont très corrélées au fait d'être dépressif. Okay. Donc des facteurs de dépression. Donc isolement social, dépression, on va quand même regarder ces aspects-là. Donc évidemment, à prendre en compte. Le nombre et l'intensité du trouble de l'enfant. Qu'est-ce que ça nous donne comme indication? C'est que si le trouble chez l'enfant est trop massif, le programme d'entraînement parental, il atteint clairement sa limite. C'est-à-dire que vous pouvez regarder, même dans les recommandations internationales de manière générale, plus le trouble est élevé en termes de comportement, oui, il y a de l'accompagnement parental, mais on va devoir additionner des interventions, pour le coup. Justement sur la gestion du comportement de l'enfant. Donc, si on a un besoin de savoir un petit peu jusqu'où, au final, quelle est l'intensité du trouble. Parce que je pense que ça, c'est super important de se dire, ne pas se lancer dans un accompagnement parental avec des parents qui sont au bout du bout avec un enfant qui a une intensité de trouble qui est vraiment, vraiment sévère. Okay. Et derrière, il y a la dépression parentale. D'où l'importance, comme Géraldine vient de le souligner, d'évaluer, de prendre en compte et de faire une évaluation correcte du stress et de l'état de burn-out parental. Parce que c'est un facteur quand même de réussite et d'échec des programmes. Si vous êtes au bout du bout, le bout du rouleau total en tant que parent, ça me semble compliqué de mettre en place de manière cohérente et fréquente des interventions par rapport à ce type de programme. Donc, en résumé de celle-ci, statut socio-économique, qui quand même questionne, hein, l'isolement social, le statut monoparental, la dépression des parents et le nombre et l'intensité du trouble de l'enfant. Donc oui, Véro, on va avoir comme conclusion qu'il faut évaluer le burn-out et ou l'état de dépression des parents. Et il nous faut les données sur le diagnostic de l'enfant. Intensité du trouble,
notamment. Ok. Et de son comportement au quotidien. Donc en fait, ce qui peut être pas mal. Donc, il nous faut des données sur le diagnostic de l'enfant et de son comportement. C'est d'avoir un relevé du nombre, en fait, de comportements négatifs de l'enfant. Hop. Donc ça, on va pouvoir supprimer. Et on va parler ici, effectivement, le monoparental et l'isolement social. Donc, on fait attention à... On doit avoir les données sur... Ok? Ah, c'est intéressant. Alors... Antoine, je dirais être sûr de son diag différentiel aussi, histoire de ne pas faire du Barclay ou assimiler sur un TSA non-diag. Oui, bah, c'est surtout en plus que Barclay, c'est pas du tout fait pour du TSA, pour le coup. C'est vraiment cette question de l'opposition et des comportements d'opposition qui peuvent être présents dans le cadre du TDAH. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette question de ne pas faire du Barclay dans ce cadre-là. Et de rejoindre effectivement la remarque de Géraldine sur le Barclay, c'est très limité et c'est limitant. Donc c'est tout à fait ça. Si on reste focalisé sur le Barclay, voilà. Par contre, il y a des accompagnements parentaux, en fait, dans le TSA. Je veux dire, l'accompagnement parental, c'est la base, en fait. Donc, dans le TSA, l'accompagnement parental, ça va être mis d'office. On va expliquer aux parents, on va faire de la psychoéducation avec les parents, on va leur donner des stratégies pour gérer cet aspect-là. Donc, je peux vous conseiller, hein, il y a les programmes ABC spécifiques, hein, pour le coup, en France, avec... alors, si je ne me trompe pas, je vais vite regarder. Hop. Hop. Les formations. C'est le programme ABC, si je ne me trompe pas. Faut que je le retrouve celui-là. Ah, je sais plus comment ça s'appelle ça. Alors oui, c'est Céline Clément, mais Céline Clément qui a travaillé dessus, mais qui travaille avec... Ah, tac. Ah, peut-être que... Alors, les programmes psychoéducatifs, voilà. Je vais trouver la personne en question. Jennifer Hilg. Donc, ouais, voilà, Jennifer Hilg. Super. Ok. Ou ça, c'est vraiment spécial ABC des parents en action. Bah, super, vous êtes plus efficace que moi pour trouver ces appels. Donc oui. Mais oui, effectivement, Antoine, on est sur ce cadre. Lucie, de ce qui a été vu plus haut, Barclay ne fait pas partie des méthodes amélioratives, entièrement d'accord avec vous. Alors, le programme, enfin, quand on parle de programme, euh, Barclay notamment, c'est que le programme Barclay, ça a été très peu, enfin, vraiment étudié en tant que tel, hein. Donc voilà, un peu ça l'idée. Je pense qu'il faut voir plus large que ça. D'accord. Globalement, aujourd'hui, Barclay, c'est une façon de voir les choses, mais c'est pas complet. Et c'est pas complet. Ça vise qu'un truc très précis. Et ça a été pensé quand même pour essayer d'aider un maximum de parents. Mais globalement, oui, je pense qu'il y a... Enfin, c'est limitatif dans le sens où ça ne traite pas tout. Mais je ne pense pas que l'objectif des PEHP est de traiter tout, hein. Donc, voilà. Oui, on en revient à la question des théories des PEHP. On est bien d'accord. Mais je pense qu'elle n'est pas claire, en fait, la théorie des PEHP. C'est mon avis. Après.
Alors, donc je vous rejoins, hein, évidemment, pour le TSA. Ben, Jennifer, elle est là, en fait. C'est trop bien. Euh, non, je pense que la théorie des PHP, elle n'est pas claire. La théorie comportementale est claire. Mais je suis pas sûr que la théorie des programmes, elle est vraiment si claire. Autant que ça. Mais, ouais. En tout cas, pour moi, ça l'est pas. C'est plutôt ça. Je vais plutôt dire ça. Peut-être qu'effectivement, étant donné que tu es plongé dedans à fond depuis un certain temps, peut-être que c'est beaucoup plus clair pour toi. Pour moi, ça l'est un peu moins, déjà. Euh, ok. Hop. Donc on a fait ça. On a fait laquelle? Ici. Hop, 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 hop. Je regarde un petit peu hein, ce qu'on a fait dernièrement. Voilà, on a fait celle-là. Donc, à lire aussi, parce qu'elle va permettre quand même d'aller plus loin. C'est intéressant. Oui, c'est l'utilisation qui l'est moins. Je pense que c'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place. Même moi, j'ai du mal à le faire. Donc, ok, si vous regardez cette étude-là, 83, donc en gros, les drop-out, donc vous allez voir en gros, c'est hop là, le taux d'abandon. Taux d'abandon. Alors, en gros, ça c'est intéressant. Alors, on est 1983, hein. Il va falloir aller chercher des données plus récentes que ça, évidemment. Mais c'est bien de se préparer au taux d'abandon. Donc, ici, on a seulement 22 études qui ont rapporté le taux d'abandon. Donc en 1983, c'était quand même pas énorme. Et on a un taux d'abandon global de 28%. Alors, le problème de cet article-là, par exemple, quand vous êtes face à ça, c'est intéressant, mais globalement, ça vous dit rien. Ok? Ça vous dit rien. La seule chose que ça vous dit dans cette étude, c'est globalement, en 1983, il y avait 28% de taux d'abandon. Ça, c'est sur l'abstract. Donc, pour mieux comprendre, c'est à lire. Ok? Au moins, ça a été vite, celui-là. Ça. Mais, je pense que vous ne pouvez pas faire hop, c'est celle-ci. On ne peut pas faire l'économie dans ces articles, pour le coup, de bien comprendre pourquoi. C'est-à-dire que quand on parle de 28% de taux d'abandon, ça veut dire qu'à peu près une famille sur 3, je parle bien de 1983, hein, donc il y a 40 ans, une famille sur 3 abandonnait les groupes, enfin les interventions parentales. Donc, si vous voulez des facteurs d'échec, des facteurs de réussite, ce type d'article est ultra intéressant. Même si c'est vieux, et je suis d'accord avec vous, mais même si c'est vieux, c'est ultra intéressant d'aller comprendre pourquoi il y avait autant d'abandon dans ces groupes. D'accord? Donc ça, c'est une donnée, évidemment, qu'on peut aller creuser. Mais on n'a pas plus d'informations sur le sujet. À partir de l'abstract, encore une fois. Tout, manifestement, doit être indiqué dedans. Hop là. On peut le supprimer. Donc ça, c'est... Hop là. On va aller chercher celui-ci. Donc, là, on est en... Ah, ben c'est intéressant, ça. On peut avoir l'article direct. Enfin, une partie de l'article, pour le coup. Ok. Qu'est-ce que vous avez comme info ici? Le problème des articles que j'ai chopés, c'est qu'ils sont vieux. Donc ne vous attardez pas aussi.
Les enfants issus de certains types de familles courent des risques particulièrement élevés de développer des troubles du comportement, caractérisés par des facteurs tels qu'un faible revenu, un niveau d'éducation, un niveau de stress élevé, le statut de parent isolé, le manque de soutien, les antécédents de répression d'activités criminelles, maladies psychiatriques. Ok. Alors, cette étude-ci, elle est extrêmement intéressante, encore une fois. Alors, pas tant sur les facteurs de réussite ou d'échec des programmes, mais sur le fait de développer des troubles du comportement. Donc, on va pas la garder ici parce que c'est pas l'objectif, mais sachez quand même regarder. Développer des troubles du comportement. Donc, en fait, ici, dans cet article-là, vous avez les facteurs de risque des entraînements parentaux. Des troubles des conduites, plutôt. Des troubles des conduites et des troubles du comportement. Donc, on va retrouver les niveaux éducatifs socio-économiques faibles, les niveaux de stress élevés, le statut parental isolé, l'isolement social, le manque de soutien, les antécédents de dépression, l'activité criminelle, les toxicomanies et les maladies psychiatriques. Donc, la discipline incohérente, erratique, on retrouve ces facteurs systématiquement. Ça vient appuyer le cas, justement, de pourquoi on doit faire des entraînements parentaux. Vous avez les données ici, globalement. Des données qui sont anciennes, bien sûr, mais on a quand même des choses. Donc, quand vous vous dites, je vais mettre des programmes d'entraînement parentaux en place, faites attention à tout ça, évidemment. Puisque les enfants qui ont des difficultés comportementales, potentiellement, il faut aller chercher les facteurs qui entraînent ces difficultés comportementales et que vous allez devoir accompagner dans vos programmes. Donc, antécédents de dépression. Vraiment, 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 on revient sur la question, on doit avoir les données sur burn-out, dépression. Les niveaux de stress. On doit faire attention à statut socio-économique, isolement social. Donc en fait, ça vient confirmer un peu l'étude de Webster et Stratton de 90. Ok. Donc on revient. Donc déjà là-dessus, on tourne en rond. Hein, je vous le dis déjà. C'est intéressant, hein, mais on tourne un petit peu en rond sur cette question-là, très rapidement. Ça revient à un statut socio-économique et ainsi de suite, non-stop. Les effets d'âge. En gros, pour quel enfant ça, j'espère que ça va répondre à ça. Pour donc c'est programme d'entraînement pour enfants de quel âge? J'espère que on va répondre à ça. On est en 92 à ce moment-là. C'est normal d'avoir des études, encore une fois, qui sont anciennes, puisque j'ai fait rentrer que parents de training. Donc forcément, c'est celles qui sont les plus citées qui ressortent, globalement. Donc c'est normal d'avoir des études plus anciennes hein, sur le sujet. Mais c'est de toute façon intéressant. Donc, après, on peut aller plus loin et creuser. Vous pouvez choisir les dates. Hein. C'est un peu ça. Et je vais vous montrer juste après. Ici, la recherche à examiner, l'amélioration clinique significative varie en fonction de l'âge des enfants. Donc, en gros, on veut répondre à la question de c'est efficace à partir de quel âge? Ok, donc des enfants âgés de 2 ans et demi à 12 ans et demi ont été observés en interaction à la maison avant et après intervention, niveau de comportement. Ok, donc ça a été comparé à des familles où il n'y a pas de difficultés comportementales. Interaction, donc l'examen des familles qui n'ont pas suivi la formation a toutefois révélé une forte représentation d'enfants par rapport aux plus jeunes. En général, les données conforment l'hypothèse. Tant pour les enfants plus jeunes que pour les enfants plus âgés. Ok, donc ici, comme données, on va avoir que on a une efficacité chez les plus jeunes. Donc en fait, les moins de 6 ans souvent. Okay. Ça ne veut pas. Mais on a un abandon. Enfin, efficacité, c'est pas ça qui est dit. C'est efficacité aussi bien chez les jeunes, enfin chez les très jeunes en fait, que chez plus âgés. Mais attention
abandon plus fréquent chez les parents d'enfants plus âgés. Ok? Donc c'est ça que vous allez avoir comme information. Donc encore une fois, idée par rapport à cette étude, c'est quoi? C'est que plus tôt c'est fait, plus vous avez de chances que ça fonctionne, meilleur sera le résultat. Ok? Donc, on a quand même, dans cette étude, un truc qu'il ne faudrait pas oublier. C'est que plus on intervient tôt, mieux c'est. Donc, en résumé, plus on intervient tôt, plus on a de chances d'arriver au bout du programme et donc d'avoir un bon résultat, entre guillemets. Ok? Donc c'est plutôt pas mal ça. Même si c'est pas fou, encore une fois, comme résultat, on est d'accord, mais c'est quand même pas mal, donc à lire, encore une fois, pour aller plus loin. D'accord? Donc vous voyez un petit peu le processus de la recherche sur le sujet. Donc n'hésitez pas, hein, évidemment. Hop. Donc vous voyez le processus. Alors, dernier petit truc aussi que je vous donne. Et après on fait un résumé quand même des premières données qu'on a sur ça. Pour vous montrer un petit peu par rapport à ça et de voir un peu si ça vous plaît comme format, si vous voulez qu'on en fasse d'autres sur d'autres sujets éventuels et ainsi de suite. Mais globalement, qu'est-ce qu'on a par rapport à tout ça? C'est regardez dans Google Scholar, vous avez un truc qui s'appelle la période spécifique. Okay. La période spécifique, vous allez pouvoir choisir les dates. Donc par exemple ici, on pourrait se dire qu'on ne veut pas d'article avant 2010. Jusqu'à 2021. Ok. On va choisir la période spécifique et forcément, on va retravailler sur autre chose. C'est que là, vous allez avoir des données plus récentes. D'accord? Et donc, vous allez avoir d'autres choses. Donc des choses plus récentes. Quand on est sur les facteurs de réussite et d'échec, le truc c'est quoi? C'est qu'il faut quand même avoir en tête que vous avez besoin de données peut-être plus anciennes pour voir comment ça a évolué dans le temps. C'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir les données les plus récentes. Hein. Je suis le premier partisan de cette question-là, c'est d'avoir des données les plus récentes possibles. Mais par contre, pour comprendre un domaine en particulier, il faut savoir un peu quelle est son histoire, comment il s'est construit, quelles sont les données qui sont sorties, quelles sont un petit peu les choses qui sont arrivées aujourd'hui. D'accord? Donc ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est que je n'ai pris aucun article après 2010 pour le coup, pour les quelques articles que je vous ai montrés, sont des anciens. Et au final, on parlait déjà dans les années 80 de données qu'on retrouve aujourd'hui. Hein. C'est pas un truc fou. Des données qu'on retrouve aujourd'hui sur l'isolement social, sur le statut socio-économique, sur la dépression des parents, sur l'efficacité des programmes qui sont plus efficaces en individuel qu'en groupe. C'est des choses qu'on retrouve sur les impacts, effectivement, de la cohérence parentale. Ce sont des choses qui sont logiques. Si vous souhaitez mettre en place ce type de programme, il faut faire attention à tout ça. Vous n'avez pas le choix aujourd'hui. D'accord? Après, on peut vite regarder, si vous voulez, une étude. Écoutez, on va essayer de même trouver plus récent. On va aller chercher, donc moi dans mes... hop, on va faire prédicteur. Hop, hop, hop. Hop là. Voilà. Donc on a rajouté en fait les prédicteurs de résultats. En gros, on va voir un peu. Et par exemple, voilà. Ah, ça c'est intéressant. Hop là. Allez, on finit sur celui-là et après on fait un résumé. Donc globalement, l'engagement dans les entraînements parentaux, revue de littérature. Si ça, c'est pas bien,
on va aller voir ce qu'on nous dit. Donc, là, on est en 2016. Et on va voir ce que on nous dit dans cette revue de littérature qui se base sur 262 études. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez robuste, hein, solide, en tout cas, pour le coup, en termes d'information. Hein. Je ne dis pas, j'ai pas lu la méthode, je ne sais pas, voilà. Mais en termes d'information, on a quand même des choses qui sont intéressantes. Alors, on va les regarder. Donc ils ont été cherchés comme information l'attrition au recrutement, donc le fait qu'il y ait des gens qui ne rentrent pas dans le truc, les abandons, l'assiduité, l'engagement au cours d'une même séance sont examinés dans toutes les études. Et on met l'accent sur quoi? Le statut socio-économique, l'objectif, le format du traitement individuel ou groupe, oui, l'âge des enfants. Ah, ça c'est intéressant. Regardez un petit peu ça. Cette étude-là est super intéressante. Les résultats de l'examen suggèrent que l'attrition importante se produit avant même l'inscription à un programme de formation professionnelle continue. Donc on est dans le cas de formation d'entraînement parental. Hein, okay. Donc il y a au moins 25% des parents qui ne s'inscrivent pas au programme. Ok. Ensuite, vous avez 26% qui abandonnent avant de terminer le traitement. Ben dis donc. Donc, imaginez bien. Hein. Donc, ça, c'est un résultat. 26% qui sont inscrits mais qui abandonnent avant de terminer le traitement. Vous voyez, en 83, on était à 28. Donc, on n'a pas vraiment... On ne s'est pas amélioré entre 1983 et 2016 sur la question. Il faut se poser ces questions-là. Hein. Ok. Le statut socio-économique, encore une fois, un léger effet sur l'abandon. Les autres variables ne sont pas avérées avoir un impact significatif sur l'engagement. Les informations sur l'engagement n'étaient pas souvent rapportées dans les études. Les questions clés de cette littérature sont discutées, des recommandations sont faites. Donc ça va être à lire plus. Qu'est-ce que ça nous donne comme information? On doit... Alors, là, je vais agrandir le truc. Comme ça, vous voyez un peu mieux. Que devons-nous faire en tant que professionnels? On doit travailler sur notre communication de l'importance de ces groupes et potentiellement, en fait, ce qui fait défaut. Alors, et ça, c'est à mon sens. D'accord? Je vais vous faire une conclusion personnelle sur le sujet. À mon sens, cette communication, elle est vraiment importante. Et surtout, je pense qu'il y a une chose qu'on ne prend pas en compte. C'est comme, vous l'avez vu avec Géraldine qui est intervenue pendant toute l'intervention. C'est la question de la capacité qu'on a à se dire comment fonctionnent les parents qui sont en face de moi. Quels sont les facteurs chez ces parents qui font qu'ils ne s'impliquent pas dans cette démarche? Comment on peut travailler dessus? Aujourd'hui, c'est bien de constater qu'il y a 25% des personnes qui ne s'inscrivent pas dans ce type de programme. La question, c'est pourquoi ils ne s'inscrivent pas dans ce type de programme. Donc, pourquoi ils n'adhèrent pas à la démarche? Et donc, comment on communique cette démarche? Qui fait qu'au final, les gens, ils s'inscrivent pas là-dedans, ils y vont pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a encore un quart en plus qui abandonnent en cours de route? D'accord? Donc, au-delà du fait qu'ici, le statut socio-économique a un effet léger sur l'abandon, donc encore une fois, ça revient. Donc l'idée, ça va être de soutenir, d'intervenir, de comprendre pourquoi ça pose problème. D'accord? Globalement, on va devoir lire plus cette étude-là si vous voulez mieux comprendre. Donc évidemment, cette étude-là, elle est à lire plus. Mais, hop, donc je la note celle-là parce que ça va nous servir.
pense là qu'il y a des trucs à aller chercher. Hop là. Ouais, je te le note parce que tu le remets. Tu le remets. Ah, ça, on est dedans, je pense. Ouais, 2017, si tu veux. Donc voilà. Je la copie direct, comme ça tu l'auras tant que j'explique ma situation. Donc la question, effectivement, de qu'est-ce qui fait qu'ils abandonnent? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à les intégrer là-dessus? Je pense qu'aujourd'hui, on doit se poser ces questions-là en tant que professionnel. Je vois... Émilie, par exemple, le tarif, je pense effectivement que c'est une question qui se pose. D'où l'idée de réfléchir à comment on peut rendre accessibles ces programmes de manière plus facile. D'accord? Donc, je pense que les premières lignes, elles devraient toutes former à ces accompagnements parentaux. C'est-à-dire que l'accompagnement parental, la guidance parentale dans les problèmes de comportement, toutes les premières lignes devraient être formées à ça et devraient être capables de donner les choses. Donc, Émilie, je vous rejoins partiellement. Je vous rejoins partiellement parce que beaucoup de parents perdent énormément d'argent dans des prises en charge qui n'ont pas d'intérêt aujourd'hui, qui n'ont pas de données pour le coup. Enfin, ce que je voulais vous montrer par rapport à cette recherche aussi, c'est de voir à quel point aujourd'hui les données disponibles, elles existent et qu'elles ne sont pas difficiles à trouver. Ça, je veux être clair et c'est aussi un des exercices que je veux faire de plus en plus pour le coup, c'est de vous montrer à quel point c'est pas difficile au final de trouver ces données quand on sait comment on fait. D'accord? Donc je vais en refaire, hein, parce que l'objectif c'est pas de vous dire bah oui, il y a qu'à le faire, d'accord, mais de retravailler sur des questions que vous poserez. Si en tout cas ce sont des sujets qui vous intéressent, hein, d'accord. Si cette façon de faire vous intéresse, ou alors si vous voulez qu'on le fasse autrement, n'hésitez pas, donnez-moi des conseils pour faire de, de, de la recherche avec vous. Moi, c'est ça mon objectif, c'est de vous donner les bonnes infos. Donc, mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui interviennent dans des prises en charge qui n'ont jamais été vérifiées, où on n'a pas regardé au final l'efficacité, et ainsi de suite, et ils perdent énormément d'argent là-dessus. Et quand on leur dit, ben oui, allez faire ça, ils vont dire encore un truc qui va nous coûter cher. Donc je suis d'accord. Et après, le tarif, c'est comme on sait que ce sont dans les niveaux socio-économiques les plus faibles que les résultats peuvent être les plus difficiles, potentiellement, effectivement, cette question du tarif intervient quand même. Donc, je pense que oui, évidemment, Géraldine, c'est pas pire au niveau tarif que de perdre du temps à faire des prises en charge qui ne comptent pas, mais il y a quand même un facteur de, hop, c'est les niveaux socio-éducatifs les plus faibles qui sont les plus difficiles à aller chercher. Donc il y a quand même un équilibre à avoir entre les deux. D'accord? Quel logiciel j'utilise pour retranscrire mon texte à l'oral? Alors je retranscris pas mon texte à l'oral, déjà. Donc, vous pouvez utiliser, donc c'est Antoine qui m'a montré ça. Donc DeepL Traducteur. Vous pouvez aller chercher le truc. Donc voilà. Mais je pense que c'est un mix entre les deux, Émilie. Vraiment, je pense que il faut former les premières lignes. Je pense en Belgique, par exemple, les centres PMS devraient être formés là-dessus, même si je sais qu'ils ont énormément de travail, qu'ils ont énormément déjà de choses à prendre en charge, mais les centres PMS, les centres de guidance aujourd'hui devraient être efficaces et efficients dans la question de la guidance parentale. Je pense que derrière, euh, on doit avoir, par exemple, en France, les CMPP devraient être formés, les CAMS devraient être formés à ça. Donc, c'est ça, en fait, le truc à trouver, de faire en sorte que les gens de première ligne qui donnent un accès rapide et peut-être pas forcément entièrement gratuit, mais accessible à la grande majorité devraient être formés. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on doit viser. D'accord? Hop, alors, donc 11h10, magnifique, on peut faire la synthèse ensemble. Donc je peux couper le partage d'écran en fait, maintenant. J'espère que je peux le couper sans avoir de difficultés massives. Ah bah non, je peux pas le couper si je suis lancé sur le truc d'écran. Donc vous verrez plus ma tête aujourd'hui, globalement. C'est pas plus mal. Hein. Hop. Alors.
qu'est-ce qu'on va avoir comme synthèse des résultats? En milieu rural, on ne connaît pas ces trucs. Ouais. Donc vous avez vu, et globalement, donc je l'ai fait sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles, on va dire. Okay, évidemment, l'idéal serait de le faire sur 50. Encore une fois, sur 2 heures en papotant et ainsi de suite. C'est peut-être pas le qui est peut-être plus difficile. Mais voilà. Bon, globalement, on va retirer quoi de ces informations qu'on a fait aujourd'hui ensemble? Les programmes d'entraînement parentaux ont des facteurs de réussite, des facteurs d'échec. Ils ont des caractéristiques importantes à avoir en tête. L'idée, c'est qu'on va avoir, attention, sur quoi ça joue? Ben, en fait, on sait globalement que ça ne joue pas directement sur le comportement de l'enfant, ça va plutôt jouer sur interaction parent-enfant et la communication. Ça, déjà, il faut bien l'intégrer. Okay, on a des stratégies qui fonctionnent le mieux, et notamment des caractéristiques qu'il faut absolument atteindre pour que ça fonctionne. Vous créez un programme, ou vous mettez en place un programme, vous devez faire attention à quoi? La cohérence, l'obligation de mettre en place les techniques pour les parents. Ne perdez pas de temps avec des parents qui ne mettent pas en place les stratégies. D'où l'idée qu'il faut leur faire comprendre avant le programme. Sinon, vous tombez dans quoi? Dans les taux d'abandon qui sont là. Un des facteurs, à mon sens, d'accord? Et là, je parle de questions purement empiriques. Mais vraiment, c'est moi ce que j'ai pu vivre. D'accord? Je pense que, en partie, les parents qui abandonnent les groupes, ils le font parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce type d'intervention. Ils ne s'attendaient pas à la question de à quel point on va leur demander de faire des choses et de le faire de manière importante, fréquente et ainsi de suite. Ok? Donc, évidemment que s'ils ne sont pas prêts, ils abandonnent plus. Donc, obligation de mettre les techniques en place, ça se questionne avant. Ok? Vous devez faire en sorte que les parents, quand ils attaquent ce type de programme, ils sachent à quoi ils vont être exposés. Et on revient en fait à la question de nous devons travailler notre communication sur l'importance, alors c'est pas de ces groupes, mais de ces interventions. Ok? Donc, sachez que de 1, la synthèse qu'on fait aujourd'hui, en gros, c'est que les facteurs de réussite massifs dépendent de votre façon de présenter les interventions. Si vous êtes clair, si vous donnez des choses, si vous donnez toutes les informations aux parents, il y a plus de chances qu'ils adhèrent, tout simplement. Parce qu'en fait, ce qu'on retrouve, c'est que les différents marqueurs qu'on voit, ben, au final, ils sont là parce qu'on n'a pas bien compris les parents qu'on a en face de nous et que les parents ne comprennent pas bien ce qu'on attend d'eux. Donc, indispensable vraiment de synthétiser ça et d'être au clair avec ça avec les parents. Okay. Cohérence parentale que vous allez devoir créer. S'il n'y a pas de cohérence entre les parents, vous risquez vraiment de poser plus de problèmes qu'avant. Donc c'est vrai que c'est super, super, super important de regarder ça. D'accord? Ça, c'est votre objectif massif. C'est-à-dire que les parents soient cohérents entre eux. Parce que l'incohérence, on l'a vu dans différents articles que je vous ai montrés, l'incohérence est un facteur de risque au développement des problèmes de comportement. Donc il faut qu'on vise la cohérence parentale. Donc un des objectifs des programmes va être de rendre cohérents les parents sur les techniques qu'ils vont utiliser, sur les pratiques éducatives qu'ils vont avoir. Ok ? Ce qui fonctionne le moins a priori, mais là on l'a vu que sur une étude, hein, ok. Donc on fait pas de généralité, mais a priori travailler sur les aspects cognitifs en tant que tel n'est pas un objectif en soi dans l'entraînement parental. Okay, c'est que pour une efficacité d'entraînement parental, s'attarder à la question des compétences cognitives scolaires et ainsi de suite n'est pas primordial a priori. Okay, mais pas de généralité là-dessus, hein, parce qu'on l'a retrouvé que dans une seule méta-analyse sur les 6 articles, donc on ne fait pas de généralité sur le sujet. Il faut faire en sorte de faire attention au statut socio-économique, à l'isolement social et à l'état de dépression des parents, qui sont des facteurs de risque massif d'échec et d'efficacité des programmes.
Donc je vous conseille vivement, en tant que professionnel, de regarder et d'évaluer cela dès le départ. Ce n'est pas une option. Ok, de le prendre en compte. Ça ne veut pas dire que ça va échouer d'office. Ça veut dire que vous allez devoir vous attarder beaucoup plus de donner plus d'énergie, d'essayer d'être plus flexible peut-être, ou d'adapter les choses de manière plus spécifique aux parents de familles isolées, hein, de l'isolement social, des familles monoparentales. Et le statut socio-économique également. Okay. Vous avez besoin des données sur l'état de dépression de vos patients et sur l'intensité du trouble de l'enfant pour ne pas entamer des programmes qui ne sont pas adaptés aux troubles ciblés. A priori, alors ça je peux vous le dire parce qu'avec Géraldine on a déjà regardé un petit peu, hein, c'est-à-dire que les programmes sont manifestement plus efficaces en individuel qu'en groupe. C'est-à-dire qu'on est plus spécifique, on est plus direct, mais cela dépend souvent de la demande des parents eux-mêmes. Il y a des parents qui ont envie de faire du groupe. Bonne journée Sandy, avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à venir me dire si ça vous a intéressé et que vous voulez sur d'autres thématiques et ainsi de suite. Donc, a priori, les programmes sont plus efficaces en individuel parce que les parents ont besoin quand même d'une cellule à eux et qu'ils n'ont peut-être pas forcément tous envie de partager les problèmes qu'ils ont. Et en même temps, il y a une série de parents qui vont demander des groupes justement pour ne pas être seuls face à ce type de problématique. Okay. Le fait d'inclure les enfants ne semble pas être une chose qui améliore fondamentalement la prise en charge. Donc encore une fois, ciblons-nous pour le coup sur les parents, vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que ça, c'est important. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il faut faire attention aux abandons. Hein. Sur l'âge des enfants, donc ça marche aussi bien chez les jeunes et chez les plus âgés, mais il faut faire attention parce que plus l'enfant est âgé, plus il y a des risques d'abandon des parents. Je pense que c'est parce que les programmes qu'on utilise ne sont pas forcément très très adaptés en termes comportementalistes basiques sur la question des enfants plus âgés. D'accord ? Globalement, les données d'efficacité aujourd'hui, c'est du 3-11 ans à peu près, 3-10, 3-11. Et c'est vrai que les taux d'abandon risquent d'être plus élevés chez les enfants plus âgés. Et donc, la question de l'abandon est quand même extrêmement préoccupante aujourd'hui, puisqu'en fait, on s'aperçoit que l'abandon, il se fait même avant d'intervenir dans les programmes. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 25% de parents qui s'investissent même pas dans les programmes. Il faut se poser vraiment cette question de pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi on va pas les chercher et ainsi de suite. Je peux pas encore vous répondre ici, puisque pour moi, ça va être, à mon avis, l'article, c'est le premier article que je vais lire, je pense. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est cette question de comment on va faire pour les intégrer de manière beaucoup plus spécifique et qu'on va aller chercher ces parents à intégrer. Donc faisons attention à ces 25% de parents et à ces 26 autres qui abandonnent. Okay. Donc en conclusion, on doit travailler sur notre communication et aussi, en tant que professionnel, nous devons avoir un regard précis sur l'évaluation de nos patients avant de commencer les interventions. Si vous communiquez mieux, que vous les évaluez mieux, on peut espérer, je dis bien espérer, ok, mieux les intégrer et faire en sorte qu'ils abandonnent moins. Je dis bien espérer. J'espère qu'on arrivera à ça. On va continuer à creuser cette question-là avec Géraldine, évidemment. Mais globalement, voilà un petit peu, moi, ce que je voulais faire dans ce format, c'est de vous présenter des résultats d'études et de guider par rapport à vos conversations et ainsi de suite. Ces aspects-là. Je reprends un petit peu vos messages. Alors, dites-moi, en gros, voilà le format un petit peu. Je vais créer cette synthèse-là, je vais la mettre à disposition sur la page, évidemment. Je vais peut-être faire un truc plus visuel que du texte, pour le coup. Et vous donnez ces résultats de cette revue, de cette petite, pas de revue du tout, mais d'investigation un petit peu ensemble sur le sujet. Dites-moi si le format vous va, dites-moi si vous voulez plus court, plus long, plus précis, plus autrement aussi, parce qu'on peut l'envisager autrement. Pour moi, c'est un essai, c'est vraiment un truc d'essai. Mon objectif va vraiment être de diffuser un maximum d'informations de manière plus spécifique
J'aime bien faire vous le montrer en direct parce que je pense que c'est intéressant, ne fût-ce que pour les étudiants. Johanna est là pour en parler, mais pour les étudiants et même des professionnels qui n'ont pas fait de recherche peut-être depuis de recherche de littérature depuis un petit temps, de regarder que c'est pas difficile quand moins de 2 heures de temps, parce que là ça fait 1h30 qu'on est là-dessus. En 1h30 de temps, on peut aller chercher des informations, pas forcément approfondies, mais quand même d'avoir un regard un peu précis et objectif, entre guillemets, sur notre pratique et de savoir comment construire les choses. Ça, c'est vraiment mon objectif, c'est mon objectif 2021, donc vraiment diffuser ces informations au plus. Donc dites-moi si ce format vous convient ou si vous voyez d'autres formats, parce que je pense que c'est aussi ça qui va piloter la suite des interventions de ce type. Je vais sûrement en reproposer une ou deux dans le temps sur d'autres sujets. D'ailleurs, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas évidemment. Mais globalement, voilà un petit peu ce que je vais faire prochainement. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer. Donc, Johanna, ça donne envie de chercher des données et infos sur des sujets sur lesquels je porte mon intérêt. J'ai beaucoup aimé le principe d'aujourd'hui. Ok, super. Si c'est clair en plus, tant mieux. Donc on a les tarifs. Géraldine, les CMPP. Alors après, tu sais qu'il y en a des bons, hein, des CMPP. Ils sont peut-être un peu rares, mais il y en a des bons. Donc, en milieu rural, on ne connaît pas ces guidances parentales. Je pense que de manière générale, en France, en Belgique et même en Suisse, ce ne sont pas des données qui sont... Enfin, ce ne sont pas des pratiques qui sont excessivement mises en évidence. D'accord. C'est pas assez diffusé et on continue à diffuser. Jennifer est là dans le cas de l'autisme justement parce que c'est quelque chose qu'on a besoin de faire. Elle travaille avec Céline Clément. Céline Clément, c'est elle qui essaye de diffuser un maximum les aspects de psychoéducation et d'accompagnement parental en France. Je pense que c'est vraiment une référence dans le domaine. Je pense que c'est dans ce sens-là. Moi, j'essaie modestement de participer à ça en essayant de former un maximum de professionnels, mais clairement, ça va se mettre en place. Il y a de l'évolution, Émilie, sur la question. Donc ça va arriver, ne vous inquiétez pas, ça prend un peu de temps, mais évidemment, parce que rien ne va assez vite. Mais globalement, il y a du boulot qui est fait derrière, ne vous inquiétez pas. Faustine, l'un des obstacles est l'idée que peuvent avoir les parents quand on leur propose ce type de prise en charge, une remise en question de leur habilité éducative, plutôt une prise en compte de leur plainte. Oui, on remarque une posture parentale très différente lorsqu'on propose des séances d'orthophonie ou un PEHP. La façon de la présenter, donc très importante. La façon de présenter, excessivement importante. L'idée, c'est qu'on est face vraiment à des pratiques éducatives qui ne sont pas adaptées au fonctionnement de cet enfant-là. Et ça, les parents doivent le comprendre. C'est-à-dire que ils doivent quand même comprendre qu'ils font partie du système qui ne fonctionne pas, dysfonctionnel. C'est-à-dire que le but, c'est pas de les dédouaner non plus. Hein. Ils font partie de ce système. Donc il faut quand même être au clair sur le fait de leur faire comprendre ça, c'est qu'ils ont des pratiques éducatives qui ne sont pas toujours adaptées, parce que c'est une vérité, d'accord. C'est une remise en question des habiletés éducatives à un moment donné, mais pas que. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est qu'il y a des pratiques éducatives qui ne sont pas adaptées parce qu'ils n'ont pas compris le fonctionnement de leur enfant. Et effectivement, ben, comme tu le dis très justement, c'est la façon de présenter, la communication des choses qui va varier. Donc ouais. Jennifer, l'habitude des groupes de parole, c'est super important de leur expliquer le fonctionnement d'un PEHP. Oui, exactement. Donc on a vraiment la différence entre le groupe de parole et le PEHP, c'est que le PEHP, c'est pas à toi que je vais l'expliquer, mais c'est vraiment une démarche structurée, quoi. C'est pas une parole libre, c'est vraiment structuré avec une démarche d'implication et de construction des choses. Donc ça aussi, c'est ultra important de leur faire comprendre dès le départ pour justement pas qu'ils confondent PEHP et groupe de parole. Ouais, exactement. Euh, Ok. Ils ont besoin de se sentir moins isolés. Le groupe, c'est bien pour les stages. Oui, oui, Géraldine, je suis d'accord avec toi. Hein. Pour avoir fait les stages en 2 jours comme toi, avant, je pense qu'ils ont besoin, à ce moment-là, de se dire, on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire qu'on avance et on a cette question-là, ouais. Exactement. Les parents arrivent souvent quand ils ont déjà eu des jugements sur le mode éducatif. Et c'est la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de professionnels... Non, c'est pas vrai. Je reprends. Des professionnels euh, sont dans des aspects de jugement. Et le but, c'est qu'on ne peut pas juger, et encore moins dans les aspects d'accompagnement parental.
Et donc, on n'est pas dans un jugement, mais on est dans quand même une objectivation des choses. C'est-à-dire, encore une fois, de ne pas arriver sur la question de les dédouaner et de leur dire que c'est pas du tout leur faute. C'est pas vrai, d'accord? Ils font partie du système problématique. Ils ne sont pas les seuls dans ce système, mais ils en font partie. Donc le but, c'est pas de les dédouaner totalement non plus, parce que sinon, vous perdez l'adhérence justement des parents à ce type d'action, parce qu'ils vont dire, mais pourquoi on me demande de faire des choses si c'est pas moi si c'est pas moi qui ai le problème? Donc ça va être important. Et donc encore une fois, oui, Émilie, la communication, c'est vraiment là-dessus qu'on est. Ouais. Les groupes Panda, Barclay peuvent aider et soutenir les parents. Alors oui, évidemment, c'est l'objectif. Hein. Donc, le souci en guidant, c'est que les parents sont très pressés d'avoir des outils concrets. Oui, c'est le problème des approches structurées, c'est que ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'aborder les choses petit à petit et d'avancer. Donc, ouais, on doit construire les choses. Exactement. Super intéressant, Sabrine, merci, super. J'aime bien le format en direct, ça rend la démarche de recherche compréhensible et accessible. Ah ben tant mieux, c'est cool ça. Donc, ça me fait plaisir. Il faut quand même pas leur dire comme ça, d'où aussi comprendre les principes du modèle coercitif par exemple. Moi je leur dis comme ça, hein, Géraldine. Je leur dis qu'ils font partie du problème. Pour le coup. J'ai jamais personne qui voilà. Ouais. Véro, le format me convient et m'intéresserait sur beaucoup d'autres thématiques. Comment fais-tu quand l'article n'est pas directement accessible à l'étape 2? Alors, il faut essayer de voir avec les universités, les accès universitaires. Si vous êtes diplômé, vous pouvez aller voir hein, ces aspects-là. Après, il y a d'autres sites qui permettent d'avoir des accès. Mais c'est des sites illégaux, quoi. Moi, si j'ai pas accès quoi. Après, il y a des sites. Enfin, si vous pouvez prendre contact avec les universités et aller chercher les informations. Dans l'université où vous avez été diplômé, potentiellement, vous avez encore des accès à ces aspects-là si vous en faites la demande. D'être attaché à la bibliothèque de votre université ou ce genre de choses. Donc, ouais. Frédéric, merci beaucoup. La démarche, la méthodologie et les infos sont très intéressants. Ah ben, tant mieux alors, si ça vous plaît. Donc, n'hésitez pas. La question aujourd'hui, elle va être de sur quelle autre thématique vous souhaiteriez qu'on aborde ça. Alors, pas forcément les programmes d'entraînement d'ailleurs. Bon, on est d'accord qu'on reste quand même autour des troubles du neurodéveloppement et des accompagnements éventuellement. Et on peut faire la recherche, en gros. Donc moi, je peux le faire. Moi, je vous propose d'en faire une toutes les 2 ou 3 semaines à peu près. Comme ça, on peut le faire ensemble et en termes de timing, ça se tient quand même. Moi, ça m'intéresserait effectivement de continuer cet aspect-là, pas forcément sous le format ici, hein, mais de pouvoir éventuellement continuer cet aspect-là en direct. Et Jennifer, oui, effectivement, on peut contacter directement les auteurs pour les articles. Après, vous pouvez avoir... alors, il y a un autre site aussi sur lequel vous pouvez regarder. De plus en plus d'auteurs mettent globalement leurs articles en publication, en pré-presse en fait, gratuitement sur ce site-ci. Donc vous pouvez regarder, qui est un site officiel, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà. Les réflexes archaïques. Ouais. Je veux bien la faire celle-là, mais je vais me mettre des gens à dos, hein, je vous le dis. Parce qu'ils vont me dire que, je cherche pas bien, c'est pour ça que je trouve rien. Mais je veux bien faire la recherche. Hein. Je veux bien le faire. Donc voilà. Cherchez ensemble quelles sont les bonnes formations pour nous les parents. Alors les bonnes formations, vous entendez quoi par là, Émilie, quand vous dites formation pour les parents? Des formations d'accompagnement? Ou pas? Des formations d'accompagnement de parents? Donc, mais sinon, Véro, vous pouvez utiliser ResearchGate, il y a quand même quelques articles, il y a quand même un paquet d'articles de chercheurs qui mettent à disposition leur pré-presse hein, sur dessus. Donc c'est assez sympa.
Vous voyez en plus les publications de l'auteur en question, donc ça peut être pas mal du tout. D'accord? Bon, bah ok, bah de manière générale, j'ai l'impression que ça vous va. Si vous voulez d'autres horaires aussi, faut pas hésiter. Donc moi, ce que je vous propose, donc il est 11h30, on va finir là-dessus, c'est laissez-moi en commentaire, en gros, des thématiques qui vous intéressent. Donc là, on a déjà la question des réflexes archaïques, même si je pense qu'à ce moment-là, je vais me faire incendier sur le truc, mais personnellement, je m'en fous. Parce que je vous rejoins sur la question de... Il n'y a pas grand-chose de scientifique là-dedans, clairement. Mais je veux bien la faire en direct, j'ai aucun problème là-dessus. On va me dire... mais voilà. N'hésitez pas à me mettre donc des thématiques ici en dessous en lien avec les troubles neurodéveloppementaux. N'hésitez pas à me dire s'il y a des horaires, enfin des horaires différents qui vous arrangeraient, parce que je sais que le 9h30, 11h30, ben, c'est peut-être pas très facile pour tout le monde non plus, par rapport à ça. Donc, voilà. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je prépare la synthèse des données qu'on a eues ensemble, et je la programme pour fin de semaine, à mon avis, j'aurai le temps de la faire. La synthétiser de manière un peu plus visuelle pour faire un petit retour par rapport à ça. Je vous remercie énormément. Évidemment, Géraldine, je te remercie 1 million de fois aussi pour toutes les informations complémentaires que tu as pu mettre à disposition des gens qui étaient présents. Donc, vous allez retrouver dans la conversation plein de liens que Géraldine vous a mis, en plus des pauvres 6 articles que j'ai pu mettre, que j'ai pu décrire là-dessus. Mon objectif était de vous montrer la démarche et d'aller chercher des données. Et donc, on se retrouve tout bientôt. Alors, venez jeudi. Jeudi à 18h30, Géraldine, justement, elle fait une intervention sur la prématurité. Et notamment ce qu'on va mettre en place avec les parents. Donc n'hésitez pas, le lien est sur la page Facebook. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Elle va vous parler en long, en large et en travers de la prématurité sur la question. D'accord? Donc, n'hésitez pas, vous mettez tout ça en commentaire. Merci encore pour vos interventions, pour les retours extrêmement positifs que vous me faites. Ça me donne encore plus envie de continuer. Et donc, on se retrouve tout bientôt pour un deuxième épisode de recherche. Et on se retrouve plus tard. Je vous souhaite une excellente journée. À tout bientôt. Ciao.